Bienvenue à Presse Éco. Vous êtes à votre émission hebdomadaire d'analyse et de commentaires sur l'actualité au plan national et international. Merci à vous donc de nous rester fidèles. Et puis avec nos chroniqueurs autour de cette table, nous allons donc évoquer un ensemble de sujets donc au plan national et international. Au plan national, deux sujets. D'abord le procès Push qui bat donc son plein avec les interrogatoires au fond. Les accusés sont passés. Il y a des révélations, mais en même temps aussi le débat de la récusation du tribunal s'invite au centre. Donc on va évoquer ce sujet-là et puis nous évoquons un deuxième sujet plus politique, c'est la démission de Bouba Yagibou, donc le secrétaire général donc le secrétaire général de l'ADF-RDA, j'y arrive, est donc parti pour le CDP. Nous allons évoquer donc cette actualité politique. Et puis au plan international, africain et sous-régional, ce sera d'abord la Côte d'Ivoire où le gouvernement a été dissous par le président Ouattara. Et puis un nouveau gouvernement est attendu. On va aussi commenter ces péripéties-là. Et puis on termine avec le G5 Sahel où les deux commandants, le commandant en chef et son agent, ont été tout simplement limogés après l'attaque du QG à Sévaré. Donc pour évoquer ce sujet-là, je suis avec Isaka Lengani. Isaka Lengani, il est journaliste et directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être venu sur ce plateau. Et puis Évariste Konsembo. Évariste Konsembo, il est donc chroniqueur média, directeur de publication du Cercle d'éveil. Il est également président du Cercle d'éveil, qui est une association de promotion des défense des droits de l'homme. Merci Évariste d'être venu. Et puis Lionel, à son côté, Lionel Bilgo, il est directeur de publication du bimensuel d'information générale, l'analyse, directeur Afrique Téménis Média, une structure d'édition de communication. Et puis enfin, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, il est avocat inscrit au barreau. Il est également président du Centre de recherche internationale et de stratégie CRI. Merci donc à vous tous d'être venus sur ce plateau. On va donc commencer ce débat-là. Mais je rappelle que cette émission est interactive dans sa deuxième partie. Donc les uns et les autres pourront appeler au standard pour d'abord s'inscrire et puis ensuite être rappelés pour poser leurs questions ou faire leurs commentaires sur les sujets qui sont débattus sur ce plateau. On va commencer avec donc une actualité avant bien sûr nos sujets. Cette actualité, c'est bien entendu une actualité judiciaire. Elle est relative au procès de l'activiste Naïm Touré. Le jeune activiste a été donc condamné par le tribunal à 2 mois de prison ferme le 3 juillet dernier, date donc du délibéré de l'affaire qui avait été jugée le 27 juin. Alors pour les faits, on peut dire que Naïm a été condamné pour trouble à l'ordre public. Le tribunal parle de provocation non suivie des faits également. Le tribunal n'a retenu aucune charge concernant les infractions militaires. Donc on va rapidement mettre... Alors il y a que dans l'opinion, on se pose la question de savoir ce que c'est qu'une provocation non suivie des faits, mais qui amène à une condamnation. Bon, là effectivement, c'est surprenant. Parce que si la provocation n'a pas été suivie des faits, on se pose la question maintenant de savoir pourquoi le provocateur a été puni. Parce que ça nous ramène en droit à la notion de tentative impossible. Quand vous faites une tentative impossible, c'est pas puni. Parce que tout simplement, je ne sais pas quel exemple, si vous prenez par exemple un fusil et puis vous chargez avec de l'eau et vous tirez sur quelqu'un en cherchant à le tuer, c'est une tentative impossible. Parce que le fusil ne marche pas avec de l'eau. Est-ce que vous voyez? Voilà. Bon, donc ça rejoint un peu la tentative impossible. Donc, provocation non suivie des faits, ça veut dire que peut-être même que la provocation n'existe pas. C'est que ce n'est pas une provocation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'une vraie provocation est suivie des faits. Et donc, si la provocation n'a pas été suivie des faits, c'est que, après, ce n'est pas une provocation. C'est des esprits mal intentionnés qui ont interprété ça comme étant une provocation. Donc, personnellement, je ne comprends pas pourquoi on peut condamner quelqu'un pour une provocation non suivie des faits. D'accord. Alors, Bilgo, le tribunal a tout simplement planché sur des propos. Le tribunal a tenu compte du propos dans le texte de Naïm qui disait, alors, pendant qu'il est encore temps, vous avez intérêt à souvent vous allier à vos autres frères d'armes, ainsi qu'à nous, civils, pour freiner, voire stopper cette hémorragie, cette pagaille. C'est la partie qui est interprétée comme étant de la provocation. Provocation donc qui est punie par l'article 128 du Code pénal qui dit que la provocation non suivie des faits est punie d'un emprisonnement de 2 à 6 mois. Bon, moi je ne suis pas surpris de la condamnation de Naïm, vu l'ampleur en fait que ce cas avait suscité dans l'espace public burkinabé. J'étais presque convaincu, en tout cas, qu'il allait être condamné, au moins pour sauver la face de toute cette machine judiciaire qui s'était mise en branle pour pas grand-chose.
Maintenant qu'il est condamné à 2 mois de prison, ce qui me surprend surtout, c'est le motif de la condamnation. J'aurais même compris qu'il soit condamné pour tentative de démoralisation des forces de l'ordre. Ça aurait été plus pertinent de mon point de vue que l'objet qui a été cité ici. Par contre, je dis à Maître, la provocation peut ne pas être suivie des faits. C'est pas parce que c'est pas suivi des faits que c'est pas une provocation. Si vous me provoquez et que je ne réagis pas, il n'empêche que vous m'avez provoqué de mon point de vue. Maintenant, effectivement, je pense que c'est un argumentaire laconique de la justice. Je me permets de commenter, hein, c'est mon opinion. Et je crois que vraiment notre justice au Burkina gagnerait à être beaucoup plus édifiant dans ses décisions. Souvenez-vous, la semaine dernière, Maître disait ici que le juge n'est pas obligé de condamner. C'est pas parce qu'on amène un cas que obligatoirement. Non, plutôt le maître disait plutôt que le parquet n'est pas obligé d'instruire à charge. À charge, oui, voilà. Donc du coup, ça appelle quand même une certaine prise d'auteur, de réflexion, etc. Et moi, je suis déçu en fait que ce cas d'école commence par Naïm Touré, alors qu'il y a eu des personnalités, je l'ai dit la dernière fois ici, qui ont fait des tentatives, des provocations non suivies des faits. On peut en citer des exemples. Et à partir de maintenant, d'ailleurs, je crois que nous serons tous vigilants sur Facebook, de part et d'autre, pour porter à la connaissance de notre tribunal des tentatives, des provocations non suivies. D'accord. Ce qu'il faut dire, c'est que Naïm a été relaxé des faits de participation à une entreprise de démoralisation des forces armées et des faits d'offres non agréées de complot contre la sûreté de l'État. Donc, il a été retenu contre lui la culpabilité donc d'incitation de troubles à l'ordre public. Et d'ailleurs, hein, il y a eu une réaction d'ailleurs de Maître Benao qui a fait un tweet qu'on peut citer ici. Il dit finalement, l'omnicomplot du gouvernement et du parquet aura été trop gros. Curieusement, on retient une infraction inexistante dans notre droit pénal. Oui, c'est vrai que je me rallie à la position de Maître qui est une position, une approche totalement scientifique. Parce qu'il faut rappeler qu'en matière criminelle, nous ne sommes pas dans l'à peu près, c'est la précision. Voilà. Et les faits sont têtus, mais c'est comme ça. Et ça nous conforte, parce que quand on nous parle de complot ourdi sur les réseaux sociaux, nous nous sommes posé la question de savoir vraiment la consistance. Et quand on nous dit qu'on tente, n'importe qui peut tenter de démoraliser toute une armée, comme on sait très bien que l'armée, c'est une organisation très structurée, ça nous a fait sourire. Bon, en fait, les juges, en fait, hein, quand on se fie donc, on a l'impression quelque part que c'est pour contenter peut-être les commanditaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu le courage de montrer leur visage. Et encore une fois, c'est une pratique dans notre pays qui consiste à se cacher derrière, donc, pour instrumentaliser la justice et régler les comptes. Ça, je l'ai dit. Ça, c'est une pratique typiquement burkinabé. Alors, bien sûr, les juges, ils ont regardé que le dossier était vide. Donc, finalement, c'est quoi? C'est un verdict pour contenter les gens, pour punir, en fait, dissuader, faire taire un citoyen qui dérange. Voilà, c'est tout. Lengani, est-ce que c'est le même avis? Mais dans tous les cas, le code pénal aussi est clair là-dessus, hein, sur la provocation. Comme disait Lionel tout à l'heure, il peut y avoir provocation sans avoir effet. Voilà. Et le code pénal est clair, et la provocation est punie. Oui, la provocation est punie, mais une provocation non suivie de faits. Bon, d'abord, ils ont requalifié les faits, j'ai l'impression. Ils ont requalifié les faits, le tribunal a requalifié les faits en enlevant certains faits. Et bon, de manière globale, notre justice est comme ça. Hein. Quand on vous envoie devant le juge, le procureur ne connaît que plaider à charge. C'est son travail comme ça. Et j'ai vu même des cas même où le procureur dit, comme l'a dit l'avocat de la partie civile, mais vous avez fait une belle plaidoirie. Ça veut dire quoi? Bon, pour revenir sur ce cas précis, je dis que c'est quand même dramatique. Pour une question d'opinion, on en arrive à condamner quelqu'un à 2 mois de prison pour des faits injustificatifs vraiment qui est manifestement tiré par les cheveux. Et c'est clair comme les uns les autres, on voulait contenter quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit il faut condamner ce petit-là, il faut le faire taire parce que, rappelez-vous, le président du Faso, lors de son intervention, tout dernièrement a dit, mais ceux qui vont essayer, là, qui vont voir, ceux qui croient que le pays n'est pas gouverné, yada yada, qui veulent aller yada yada, comme le dit son ministre Simon, que ce n'est pas les oiseaux qui dirigent ce pays, qui vont voir. Et ça rentre effectivement dans ce cadre-là, même si ça vient a posteriori justifier, mais une condamnation qui n'a pas lieu d'être. D'accord. Alors, une précision. Oui, maître. Une précision. Il faut savoir qu'il y a une habitude dans les juridictions du Burkina Faso qui consiste, en matière pénale,
quand on trouve qu'il n'y a pas lieu à condamner la personne pour le temps qu'il a passé en détention préventive. Il y a cette tendance-là aussi. Parce que, normalement... C'est-à-dire, maître, pour que les uns et les autres puissent mieux comprendre, qu'est-ce que vous dites de façon claire et simple? C'est-à-dire que si on vous poursuit, et puis la juridiction se rend compte qu'en fait, il n'y avait pas lieu de vous poursuivre, mais vous avez déjà passé 2 mois à la Mako, en prison, dans l'attente de votre jugement. Alors on vous condamne à 2 mois de prison, équivalent au temps que vous avez passé déjà à la Mako. Mais il n'empêche que c'est une condamnation. Voilà. Donc, c'est ça l'erreur. Pourquoi? Parce que normalement, si on reconnaît votre innocence et on vous innocente, vous avez le droit de recourir auprès de l'État pour demander une indemnisation pour le temps de détention que vous avez passé à tort. Tout à fait. Alors donc, pour éviter cela, la tendance au niveau des juridictions du Burkina Faso était de vous condamner pour le temps que vous avez déjà passé en détention. Pour annuler le préjudice. Justement, moi je m'offusque, que je m'indigne. Parce que de ce que récemment on a vu une relecture du code pénal tentant à faire en fait faire disparaître la peine de mort comme étant une disposition barbare et arbitraire. À cela je dis que nous avons encore des dispositions dans notre code pénal qui sont pires que ça, qui consistent à faire condamner quelqu'un pour n'avoir rien fait. Ça, je ne sais pas vraiment comment. Et c'est l'occasion. Non, on doit se pencher pour extraire de notre code pénal ce genre de dispositions-là. D'accord. On est sur l'affaire Naïm, oui. Moi, je vais juste... Liberté d'expression, on a dit, est-ce que, voilà, là, de cette façon, la liberté d'expression est suffisamment menacée au Burkina? Oui, en tout cas, ça prend un coup. Hein. Sur ce cas Naïm, la liberté d'expression prend un coup. On a l'impression que c'est une tentative de dissuasion, en tout cas, de ceux qui aimeraient s'exprimer de façon libre et de façon tendacieuse aussi. Mais je rejoins Maître en disant qu'il faut, moi je pense qu'il faut vraiment réglementer la détention préventive. Et ils sont nombreux, ces gens-là qui croupissent en fait à la Mako, en attendant leur cas. Et c'est très important. C'est pas un débat sur les procédures, les juridictions. C'était le cas vraiment Naïm qui a été condamné. On est vraiment juste pour... Oui? Moi, je voulais juste dire que il faut que les gens sachent que des gens ont dit pire que ça. D'accord. Et sur Facebook, et même dans des instances officielles. Et vous avez suivi les dernières interventions du docteur Sablara sur la situation. D'accord. Bon, c'est pire que ce que Naïm a dit. Et j'ai rappelé moi-même, personnellement, j'ai rappelé ce que certains grands défenseurs des droits de l'homme faisait en 2014. D'accord, merci Lengani. On va donc poursuivre avec le procès du push manqué du 15 septembre 2015, du 16 septembre 2015. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire déjà, les faits, c'est que les interrogatoires au fond ont commencé. Les sous-officiers qui sont présentés comme étant les cerveaux donc de cette opération d'arrêt donc de la transition. Nibié Moussa Dirambo, sergent-chef Nion Florent, Koussoubé Roger dit le Touareg et bien d'autres commencent à parler. Alors, est-ce que vous avez suivi déjà, on estime que il y a des révélations qui sont faites en écoutant les différents sous-officiers qui sont passés déjà. Lengani? Effectivement, il y a des révélations qui sont faites et je pense que l'heure de la vérité a enfin sonné. Quoique dans la forme, il y a des choses à revoir, notamment sur même la légalité du tribunal. Donc on va parler, au second volet, on parle là donc de cette affaire de récusation qui plane toujours sur le procès. Ok, donc sur les révélations, ben effectivement, révélation c'est comme si aussi on était au courant de quelque chose dont on ne connaissait pas et qui vient d'être révélé. Mais nous, on apprend maintenant ce qui s'est réellement passé ce jour-là et on découvre que il y a beaucoup d'affabulation qui a été faite et très souvent, c'est effectivement parce que des problèmes n'ont pas été résolus à la base que l'on en est arrivé là. Et que, généralement, comme on dit, il y a la petite vérité qui explique les grandes histoires. Et c'est le cas ici. Alors, mais on remarque que, par exemple, si on prend le passage du sergent-chef, je crois que c'est ça, Nion Florent, il a dit qu'il a chargé le général Dinguéré d'être à la base. On attend que le général aussi prenne la parole, comme c'est chacun à son tour. Effectivement, et ça montre qu'il n'y a pas une collusion au niveau des accusés, au niveau des accusés, donc pour essayer de s'en sortir, vaille que vaille. Je pense que chacun a joué un rôle et chacun va expliquer, à partir de sa position, comment il a vécu l'événement, quel a été son rôle. Et c'est ça que nous voulons savoir. Ce n'est pas une histoire parfaite et rédigée d'avance dans un cabinet qu'on va nous présenter.
Alors, Lionel, on a vu que le général Zida, le nom du général Zida est revenu à plusieurs reprises dans ce procès. La plupart des accusés, en tout cas, estiment que le général, ou du moins évoquent un rôle du général Zida dans ce procès. Le contraire nous aurait certainement étonné. Je pense que Zida a été un homme clé, en tout cas, de cette période-là. Que son nom ne soit pas cité aurait été certainement un crime de lèse-majesté sur ce procès. Mais là, on touche le fond, en fait, de cet événement, même s'il y a des griefs portés sur la forme, vous avez dit qu'on y reviendra, mais sur le fond, moi, je suis inquiet pour deux sujets. Premièrement, j'ai l'impression, aujourd'hui, vu la joute verbale entre les avocats et puis certains accusés, j'ai eu l'impression, en lisant justement les comptes rendus, qu'il y avait aussi un procès sur le fonctionnement de l'armée, le commandement militaire. À qui obéit le commandé et qui porte la responsabilité entre le commandé et le commandant. C'est pour ça peut-être que moi j'aurais souhaité que ce procès soit moins public, grandeur nature, parce que certainement que nos forces de l'ordre... Oui, parce qu'on a vu que le Nibé Moussa Rambo a dit que lui, il a reçu des ordres de son supérieur, l'adjudant-major Kouessé, l'adjudant-major Badiel, et donc il a exécuté sans poser de questions. Voilà. Mais ça repose la question de la formation militaire de nos forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Qui commande qui? Et à quel niveau, en fait, on doit vérifier la hiérarchisation des ordres? Et ça pose même la question, peut-être même qu'il y aura un post-procès. Après le post-procès, rien ne sera comme avant, y compris dans l'armée que dans la société civile. En fonction des décisions qui seront prises par ce tribunal-là, certaines choses devraient être revues. Et la formation de nos forces de l'ordre va être impactée par rapport à ce procès. Parce que vous avez des gens qui ont obéi à des ordres et des gens qui ont donné des ordres. Et aujourd'hui, on est en train de hiérarchiser les ordres et l'exécution. Est-ce qu'il faut une réflexion de l'exécutant par rapport à l'ordre qu'il a reçu, ou est-ce qu'il doit exécuter sans réfléchir? Ça pose une question de formation militaire. Alors, maître, je sais qu'on a déjà parlé de ce sujet ici. Le principe de la baïonnette intelligente a été sorti par le procureur militaire qui a dit que les éléments n'avaient pas à exécuter sans aussi prendre un peu de responsabilité. Et on a vu par exemple le Nibé Moussa qui a dit que non, le général Zida a pris le pouvoir devant l'état-major, devant les généraux, il n'a pas respecté la discipline. Est-ce que ça voudrait dire que c'est vraiment comme l'autre le dit, il y a des causes, il y a des causes plus profondes dans l'armée, causes de commandement, causes de discipline, qui ont entraîné tout ça? Oui, sans doute une question de formation. C'est-à-dire que leur formation n'est pas à niveau. Sinon, si vous vous rappelez, j'ai eu à dire ici plusieurs fois que c'est à l'occasion du procès de Nuremberg en 1946 que le principe de la baïonnette intelligente a été adopté par le tribunal de Nuremberg. Et qui veut quoi? Avant, on disait que le soldat ne doit obéir qu'à trois choses: à Dieu, au roi et à rien. À partir du procès de Nuremberg, on a dit voilà, le soldat est responsable de ce qu'il fait. Si le commandement n'est pas légitime, ou si l'objet du commandement n'est pas conforme, il n'a pas à obéir. C'est ça le principe de la baïonnette intelligente. C'est-à-dire que celui qui tient la baïonnette doit être intelligent. Il doit savoir réfléchir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on te dit d'aller arrêter le président, alors que c'est le président et le commandant suprême des armées, tu dois te dire, mais pourquoi je vais aller arrêter le président? Ce commandement-là est-il légitime? L'ordre est-il légal et légitime? Donc tu ne dois pas dire que parce qu'on m'a dit d'aller faire, je vais pas le faire. Non. Donc le simple soldat maintenant doit savoir réfléchir sur l'ordre qu'il a reçu avant l'exécution. Avant on disait tu exécutes, puis tu demandes l'explication après. Mais maître, c'est pas comme ça que notre armée est formée ici? Bon, ça c'est... Une armée qui est formée pour exécuter, c'est pour ça que je pas vous ai pour poser dit, des questions. C'est pour ça que j'ai dit que c'est peut-être une question de formation et de mise à niveau. Est-ce que vous avez vu? C'est tout comme le droit international humanitaire. En principe, le droit international humanitaire s'adresse aux militaires, puisque c'est un droit des conflits armés. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pendant le conflit armé que s'applique le droit international humanitaire. Mais combien de militaires ont une formation, une notion même sommaire du droit international humanitaire? C'est ça le problème. Donc, il y a une question de mise à niveau qui doit se faire.
Donc, la question aussi parce que les soldats ont toujours dit, chaque fois qu'on leur présentait en fait leurs responsabilités, ils ont dit aussi qu'ils sont influencés par un certain nombre aussi de manque de cohésion, du manque de discipline dans l'armée. Ils prennent d'autres moins gradés que d'autres qui ne respectent pas la discipline, qui respectent le commandement. Est-ce que tout ça aussi n'a pas créé... Un soldat n'est pas un automate. Voilà. Donc, c'est pas un robot. C'est un être humain doté de raison, qui peut réagir, qui peut réfléchir. Donc c'est à chacun de prendre ses responsabilités au moment voulu. Et si par exemple, on a parlé du cas Zida, que Zida, par exemple, n'aurait pas obéi au commandement, etc. Mais il faut le traduire en procès. Le jour où il y aura un procès, là maintenant, il pourra invoquer les théories, les principes dont il a besoin pour se défendre, tout comme les autres pourront invoquer aussi des principes qui leur servirait pour condamner Zida. D'accord. Merci. Évariste, sur cette question-là, est-ce que il y a, comment on va dire, est-ce qu'il y a, comme on dit toujours, les mêmes effets produisent, les mêmes causes produisent les mêmes effets? La question d'indiscipline, peut-être dans l'armée, d'un certain nombre aussi d'officiers envers les supérieurs a peut-être aussi été à la base de tout ça. C'est une culture peut-être de l'indiscipline. Oui, c'est une culture depuis donc les CSP1, CSP2 autour. C'est un héritage que notre pays a. C'est cela qui m'a amené à dire ici que si on doit raisonner par l'absurde, tous les acteurs politiques, à un moment donné de leur vie, ont eu chacun à soutenir un coup d'État. Je l'ai dit ici, si on repart donc dans l'histoire. Mais ceci étant, c'est vrai que Maître a fait allusion au principe de la baïonnette intelligente, mais il faut rappeler que ces principes-là ont été intégrés dans notre corpus ici à partir, je pense, de 2016. Donc ça veut dire quoi? Qu'avant 2016, c'est les anciens principes qui prévalaient. Bon, maintenant c'est vrai que quand on a l'impression du deux poids, deux mesures, le coup d'État perpétré par le lieutenant-colonel Zida a eu lieu bien avant, celui de 2015. Mais bon, maintenant, bien sûr, la justice a son calendrier. 2014. Si c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, maintenant, bien sûr que la justice a son calendrier, on ne sait pas, mais on espère, parce que ce qui est constant ici, et même dans le cas de les attaques de la poudrière de Nimdi, là, le caporal Madi avait aussi cité le nom du lieutenant-colonel Zida. Et il y a même des accusations assez graves quand on dit que il a tenté d'assassiner des généraux, il a tenté d'empoisonner la troupe. C'est des accusations assez graves. Bon, comme c'est le déroulement du procès, nous espérons que, parce que dans tout ça, nous voulons que la vérité se manifeste. Ouais. Juste dire que, jusque-là, on n'a pas, officiellement, il n'est pas dit que le général Zida a fait un coup d'État. Jusque-là, donc, pour restituer les choses, c'est une interprétation propre. Donc, Bilgo? Loukman, vous savez, sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ce cas de putsch, le Burkina a une belle occasion de briller aux yeux du monde sur ce cas-là, parce que c'est un cas d'école qui pourra même servir au-delà de nos frontières. Pour une première fois, on pourra donc traiter plusieurs sujets à la fois. D'abord, la relation entre les armées dans les pays africains et la société, y compris la formation militaire des hommes qui entrent en service pour leur pays, et également la relation décisionnelle à l'intérieur des armées dans nos pays. C'est toute la question de ce procès, au-delà même des victimes qui ont été causées, parce que ça va soulever pas mal de questions. Ok, donc second volet, on va parler de la procédure, mais tu auras l'occasion peut-être d'enclencher sur ça. Alors c'est sur la procédure, on remarque que la question de la récusation du tribunal est revenue. La question n'a pas été toujours n'a pas été du tout traitée, et en tout cas l'avocat c'est Maître Birva qui est donc l'auteur donc de cette requête-là jusqu'à présent, et récemment on a vu une lettre qu'il a publiée, dans laquelle lettre il explique enfin ses déboires avec la Cour de cassation, qui n'aurait pas notifié à la partie, donc à la partie qu'ils sont, qui plaignante, et que mais par la suite ils apprennent comme ça qu'ils ont donc l'affaire a été donc jugée et est mise en délibéré. Alors ça pose aussi un autre problème, une notification, et donc le tribunal qui continue donc de juger une affaire qui pourrait peut-être à la longue cette affaire-là, pour faire bref, on nous prend pour des cons en réalité, et ce que nous ne sommes pas. Pourquoi? Parce que effectivement, le cabinet qui a posé la plainte n'a pas été associé à la procédure comme il se doit. Et donc elle va pour savoir ce qui se passe sur sa plainte. On lui refuse même le droit d'avoir accès au primitif. C'est-à-dire, c'est le document qui relate tous les faits qui sont produits pendant l'audience, c'est ça. Donc même si vous n'avez pas participé, au moins à partir de ce document-là, vous pouvez savoir ce qui s'est passé. C'est ce même document-là
que certains ont fait arracher dans un certain dossier et qu'il a valu un passage au niveau du conseil de discipline. Bon. Donc ici, on leur refuse cet accès-là. Premier fait incroyable. Deuxième fait, on leur dit, vous avez même un document dans le dossier qui montre que vous avez dit vous-même que vous êtes au courant de choses. Ils ont été notifiés. Ils ont été notifiés. Il dit, mais bon, ok, c'est pas compliqué, donnez-moi le document, je vais regarder, pour m'assurer que c'est à moi qui vous ai envoyé, au lieu de, peut-être que vous êtes trompé, envoyé à quelqu'un d'autre. On refuse cela aussi. Et on dit tout simplement l'affaire en délibéré pour tel jour. C'est quand même extraordinaire. Et pendant ce temps, le tribunal qui siège dit que lui n'a pas été informé. Effectivement, si on prend le droit pur, le tribunal a raison parce que il n'a pas été notifié par le secrétaire général de la Cour de cassation, dont le devoir est de notifier au tribunal qu'il il y a un dossier, il y a une demande de récusation qui est là, et selon l'article 655 du Code pénal, vous devez arrêter les débats immédiatement, illico presto. Là où vous arrêtez les débats. C'est ce que dit de manière expresse l'article 655 du Code pénal. Bon. Mais ce que le tribunal ne dit pas, c'est que tout le monde sait au Burkina Faso ici qu'il y a eu effectivement cette plainte-là en récusation. Tout le monde en parle. Et si le tribunal a même se dit que le procès est important pour le peuple burkinabé, que ce procès-là est vraiment, non seulement ça va permettre de condamner des gens éventuellement qui sont coupables, mais surtout ça va être une école pour l'ensemble de l'armée, pour l'ensemble des acteurs politiques. Parce que justement, je voulais te couper la Lingani et poser la question à Maître. Est-ce que le tribunal lui-même ne pouvait pas en fait dire, bon écoutez, nous sommes recusés, nous allons attendre de voir ce que dira les juridictions avant, ce que diront les juridictions avant de. Est-ce que ce n'est pas une question, n'était pas la conscience même des oui, le tribunal pouvait le faire. Parce que moi, personnellement, si je suis récusé, si j'étais à la place du tribunal, j'attendrais l'aboutissement de la procédure. Mais comme j'ai eu à le dire ici, la récusation en matière pénale, le tribunal, ça dépend du niveau de juridiction, le tribunal n'est pas obligé de surseoir. Il peut soit se prononcer sur sa propre récusation, soit décider de surseoir et d'attendre le débat sur la récusation. Mais voilà, là on est dans le cas où le tribunal n'a pas, bon, dans tous les cas le tribunal dit qu'il n'est pas notifié, mais il a connaissance au moins de l'existence de cette récusation, puisque ça, depuis le début du procès. Avoir connaissance, c'est pas la même chose que d'être notifié. D'accord, si merci. Oui, Lingani, une seconde et puis on va terminer ici. Si la loi prévoit que ça doit vous être notifié, même si vous en avez connaissance, c'est sans effet pour vous. D'accord. Alors oui, c'est justement, je suis tout à fait d'accord avec Maître pour dire que effectivement ils n'ont pas été notifiés. Mais comme il l'a dit lui-même aussi, si vous êtes au courant et compte tenu de l'importance du procès, la moindre des choses, c'est effectivement de se. Et puis ce qui est grave, le tribunal lui-même, comme il a dit, pouvait se prononcer sur sa propre accusation. Il ne l'a pas fait. D'accord. Il l'a pas fait. Donc ça veut dire que normalement il ne doit pas continuer à dans tous les cas on va approfondir puisqu'il y aura les appels avec les téléspectateurs, donc on aura l'occasion d'approfondir les sujets. Ce qui est intéressant, c'est de voir la jurisprudence, parce que supposer le cas où on viendrait, la Cour de cassation viendrait donc à acter, donc autoriser donc la récusation donc du tribunal. Quel serait maintenant, quel sens auraient alors eu les décisions déjà prises? C'est ça la question. Il n'y a pas de problème à se faire. Parce que je crois qu'on a accepté le principe de double degré de juridiction. Donc il y a la possibilité de faire appel. Et la Cour d'appel peut revenir sur tout ça. Et sur évocation, se prononcer sur les points sur lesquels le tribunal ne s'est pas prononcé. Parce que quand vous faites appel, la Cour d'appel a compétence sur le tout, sur les faits et le droit. Contrairement à la Cour de cassation qui ne connaît que donc, si on comprend bien, Maître, ça veut dire que même si la Cour a le dossier qui a été mis en délibéré, si la décision c'est que la récusation est acceptée, est admise, donc le tribunal peut toujours continuer en attendant que les requérants fassent appel des décisions qui vont venir. Si la Cour d'appel constate que le président aurait dû être récusé, la Cour d'appel peut ne pas tenir compte de ce qu'a dit ce président-là, sur évocation, se prononcer sur tout
l'étendue du problème. Mais on aura perdu du temps en ce moment, non? Et alors, Bilgo, très rapidement. D'accord. Oui. Très rapidement, Bilgo, sur ce sujet-là, de la récusation et puis bon, des ping-pong qu'on a vu à la Cour de cassation. Comme quoi la Cour de cassation est un peu habituelle à ces genres de questions liées au primitif apparemment. Non, et c'est normal. Moi, je pense que très sincèrement que ce procès doit se revertir en fait d'une soutane blanche, afin de pouvoir garantir la réconciliation dont évoque le président. Parce que le président lui-même l'a dit, on ne peut pas sauter l'étape en fait de la vérité et de la justice pour aller à la réconciliation. Mais je crois que si on fait une vérité partielle ou une justice incomplète dans sa forme et dans le fond, cette réconciliation dont il parle sera très difficile. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut que chacun travaille de sorte à ce que même les condamnés ou même ceux qui auraient tort ou raison se sentent quand même qu'il y a eu une part de justice conséquente, afin qu'il n'y ait pas de frustration après procès. Sans contredire le président, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire la justice sans qu'il y ait eu le procès et les affaires du 30 et 31 octobre. Hein. Merci. On va évoluer cette fois-ci. On va revenir. Dans tous les cas, les téléspectateurs vont poser des questions, forcément. Sur le sujet, on pourra revenir. Alors, on va aller au second sujet. Le second sujet, c'est un sujet politique. Hein. C'est la démission de Bouba Yagibou, qui a surpris peut-être l'ensemble surpris l'opinion publique. Hein. Alors, il a démissionné et il est reparti, donc poser ses valises, comme on dit souvent au CDP. Alors du coup, est-ce que ça pose pas un problème pour certains? Il y a problème au niveau donc de l'opposition, parce que quand un parti de l'opposition perd un membre qui part donc dans un autre parti d'opposition, ça peut créer une sorte de tension entre les partis. Est-ce que cela n'est pas de nature aussi à affaiblir l'opposition? Évariste Concebo. Pourquoi? Parce qu'il reste toujours dans la famille de l'opposition. Parce que parce que c'est vrai que le CDP est dans l'opposition, l'ADF, RDA aussi est dans l'opposition. Donc, bien sûr, ça c'est le jeu des partis, hein, en fonction donc de l'analyse du contexte et l'évolution donc des événements, avec des perspectives, justement, tout ça c'est la perspective de 2020. Et bien sûr, personne ne veut aller dans un parti les gens choisissent les partis qui sont outillés pour pouvoir leur permettre de gagner. Ça c'est clair, c'est aussi basique que ça. C'est une analyse certainement que M. Yagibou a dû faire et qui est très bien implanté dans sa région. Il est de Pau, je pense, qui est très bien. C'est parce qu'il est quand même pas un novice en politique. Il a été fidèle à Maître Gilbert Ouédraogo pendant des années et maintenant il doit avoir lui-même ses propres raisons. Donc, alors, Bilgo, il y a certainement une analyse politique qu'on peut faire, hein, parce que derrière tout ça, qu'est-ce qui a peut-être pu motiver une telle démission? Parce que quand même, c'est une démission de poids. C'est quand même le secrétaire général du parti. Donc, voilà, on se pose des questions. Il n'a pas donné vraiment des motivations. C'est d'ailleurs sur l'espace public comme ça qu'on a vu la démission. Mais est-ce que politiquement, il y a une analyse qu'on peut faire par rapport à cette démission-là, liée un peu à l'ADF, peut-être aux affaires internes à l'ADF? Au-delà de l'analyse politique, et je vais y revenir, il y a cet effet de saisonnalité. Vous savez, c'est le moment du sprint des spermatozoïdes politiques vers les ovules les plus féconds. Et cette transhumance-là a démarré depuis l'annonce du président de se représenter en 2020. Et vous avez vu certaines nominations d'ailleurs qui se sont faites récemment auprès du palais et qui ont suscité des gorges chaudes au niveau des médias. Donc on a des nuits plus longues que des jours aujourd'hui, en tout cas dans l'échiquier politique burkinabé, parce que des transactions se font, des traitements se font, des discussions se font, et les politiciens sont dans une ère nouvelle, un air nouveau pour pouvoir bien se repositionner dans l'intérieur de l'échiquier politique. Maintenant, dans le fond, l'analyse politique dont vous parlez, je crois que cette bête politique qu'est le démissionnaire n'est pas dupe. Il sent quand même que l'ADF-RDA perd de son âme au fur et à mesure que l'on s'approche, en tout cas, des échéances électorales. Et là, il se repositionne parce qu'en effet, le rapprochement par le passé entre l'ADF-RDA et le CDP faisait que ces deux partis politiques, en tout cas, épousaient presque les mêmes couleurs. Et donc, en fait, en réalité, il ne fait qu'un changement de rangée ou de banc. Mais il est dans la même classe. Il n'a pas changé de maison. Il n'a pas changé de classe. Alors, maître,
sur l'ADF, vous avez toujours été très critique envers l'ADF-RDA. Alors voilà une situation qui arrive à quelques encablures donc de l'élection présidentielle où les partis sont appelés à galvaniser les troupes. Voilà que l'ADF perd son secrétaire général. Est-ce que ça pose pas vraiment un problème? Je ne suis pas critique vis-à-vis de l'ADF-RDA. C'est la remarque qu'on a eu à faire. Je suis simplement objectif. D'accord. D'autant plus que l'ADF-RDA, c'est le parti de mon ami Gilbert Noël Ouedraogo. Donc, son bonheur, c'est mon bonheur. Donc, je ne fais que dire... Et le malheur aussi. Ouais, je ne fais que dire les choses avec objectivité. Mais vous avez dit que la démission de Bouba Yaguibou a surpris. Je ne pense pas qu'un observateur politique de la scène burkinabé ait été surpris. Il faut dire que l'ADF-RDA, le CDP et le MPP, ce ne sont pas des partis de conviction. On n'y va pas parce qu'on est convaincu de quelque chose. Ce sont des partis de positionnement et d'ambition. On y va pour défendre une position ou bien pour faire prospérer ses affaires. En fait, c'est des clubs d'affaires. Et quand c'est comme ça, on va là où l'herbe est plus verte. Par rapport à Bouba Yaguibou, par exemple, si vous avez remarqué, il fut un temps où Yaguibou Bouba et le président Gilbert Ouedraogo étaient les deux vrais poids lourds de l'ADF-RDA. Yaguibou était le maire de Pau et il était député. Et le président était le maire de Ouéguia et il était député. Mais si vous avez remarqué, Yaguibou n'a jamais été ministre. Or, il y a des gens de l'ADF-RDA qu'on a cooptés pour être ministre qui n'avaient pas le même poids que Bouba Yaguibou. Ça a été exactement la même chose que Herman avait fait en ramenant son frère Salvador de Côte d'Ivoire pour en faire un ministre, alors qu'il était méconnu de l'électorat burkinabé. Donc, au sein de l'ADF-RDA, c'était la même chose. Moi-même, j'ai eu à poser la question à Bouba Yaguibou plusieurs fois. Je dis, mais comment se fait-il que toi, tu n'as jamais été ministre? Parce qu'on est tous avocats, on se croise dans les palais, etc. Bon, bien sûr, il m'a toujours répondu en normand, en politicien, en évacuant le problème. Mais on sentait une certaine frustration en la personne. Voilà. Bon, que ce soit Zakaria Tiemtouré, qui a été ministre sous l'ADF-RDA, que ce soit l'autre, Tamboura Ousseni, que ce soit celui qui avait été ambassadeur à Dakar, Hippolyte, aucun de ces gens-là n'a le poids politique de Bouba Yaguibou. Et pourquoi lui, il n'a pas droit à la promotion? Donc moi, je sentais en lui, n'est-ce pas, une certaine frustration. Maintenant, je ne savais pas quand ça se manifesterait, ni comment. D'accord. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? Si on voulait être logique, il aurait dû déposer son panier à l'UPC. Parce que c'est tous des partis qui se disent libéraux. Oui. Mais, en revanche, il a préféré partir au CDP, parce que là-bas, n'est-ce pas, l'herbe est plus verte et ça s'annonce, il y a de bonnes augures qui s'annoncent là-bas. Donc ça veut dire que c'est pas... Mais le CDP n'est pas au pouvoir. Mieux c'était au MPP peut-être, comme c'est la même... Si c'est mieux peut-être c'est au MPP. Si la logique que Bouba a migré parce que il voyait mieux d'intérêt dans le jardin du CDP, pourquoi il n'est pas allé au MPP? Je vous ai dit que c'est une question de positionnement. Le MPP est saturé, c'est plein. Est-ce que vous avez vu? Mais là où on peut le mieux se positionner pour avoir sa part et en être sûr actuellement, il a estimé que c'était au CDP. S'il va au MPP actuellement, il y a déjà des bagarres. Pour un même poste, vous avez 10 prétendants, etc. Donc, alors qu'au CDP, qui se cherche, le CDP peut accueillir ça avec bienveillance et puis dire voilà. D'accord. Alors, Lengani, est-ce que quelque part on se disait qu'à l'opposition, il y aurait plus de cohésion, que les partis allaient plus se soutenir? Mais est-ce que ça, par exemple, ça ne peut pas être interprété comme un débauchage d'un cadre quand même de poids par l'ADF-RDA et que ça puisse créer peut-être des tensions qui affaiblissent peut-être l'opposition dans sa globalité? Je pense que oui, c'est un sentiment tout à fait, une réaction qui peut être tout à fait humaine, hein, mais il reste que nous sommes en politique où bon, c'est un jeu libre, les gens adhèrent librement au parti, ils vont, ils viennent. Bon, je pense que ça ne doit pas créer de problème, mais je peux comprendre que effectivement des gens se sentent frustrés par de tels actes. Et je sais que même au CDP même, c'est un mouvement qui était annoncé depuis fort longtemps, comme l'a dit Maître de Tambela. Ceux qui observent la situation politique savent qu'il y a des... le président de l'UPC l'avait dit, il y a une sorte
ou de vases communicants entre, par exemple, entre le MPP et le CDP. On sait que beaucoup de gens du MPP veulent revenir à la maison du CDP, etc., mais que les gens disaient non, pour le moment, il faut attendre, etc. Bon, donc il y a aussi une question de programmation dans le temps, pour voir si c'est utile. Bon, sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Mais je dis en même temps à Maître que quand même, il peut avoir un peu plus de respect entre griffes pour les acteurs politiques du MPP, du CDP et puis de l'ADF. Bon, Maître Yagibou, comme vous dites là, c'est effectivement quelqu'un qui a un poids réel au Naouri. Et si ce monsieur-là dit qu'il va au MPP, mais les gens vont lui faire la place. Les gens vont lui faire la place. Donc ça veut dire qu'il a une conviction. C'est pourquoi il était resté pas aussi longtemps avec Maître Gilbert Noël. Bon, ici il a décidé de partir, mais il a ses raisons, qui ne sont pas forcément pour aller brouter l'herbe. Parce que dans la faune politique, les gens ne sont pas tous des herbivores, il y a des carnivores, il y a de tout. Donc des choses, des effigies ou des symboles des partis. Alors, Bilgo, très rapidement, ce qu'on ne comprend pas, Bouba Yagibou a démissionné, on n'en parle que sur les réseaux sociaux. L'ADF est absolument très restée silencieuse comme une tombe. Alors, est-ce que ça aussi, ça pose un problème? Non, c'est la messe quotidienne dans ce genre de cas. Souvenez-vous, à l'UPC, on avait même critiqué le silence du président Zéphirin Diabré lorsqu'il y avait eu cette scission entre des dissidents de l'UPC. Il avait mis du temps quand même avant de réagir. Et donc c'est une messe quotidienne. C'est pas la première fois qu'il y a transhumance entre intelligence de partis politiques. Ça a commencé bien avant la chute du président Blaise Compaoré, souvenez-vous, des démissionnaires du MPP. Et ce sont des démissions qui sont aujourd'hui rentrées dans la coutume, c'est médiatisé. Merci. Bilgo, on termine comme ça avec les sujets au plan national. On va aborder le plan international, sous-régional. C'est donc le limogeage donc de commandant en chef donc de la force du G5 Sahel, donc la force du G5 Sahel qui est une force conjointe qui est donc mise donc en place pour tout simplement la lutte contre le terrorisme. Et donc il y a eu une attaque qui s'est passée récemment à Sévaré où est basé donc le KIG, donc la force, et puis les chefs d'État récemment à Nouakchott ont donc discuté et des sanctions sont tombées. On a tout simplement limogé le général Dako Didier donc du Mali et le colonel-major Yaya Séré du Burkina qui était respectivement le commandant et son adjoint. Alors, maître, question stratégie, mais question aussi de capacité de faire face au terrorisme. Question de réalisme tout simplement. Moi je me suis demandé pourquoi nommer un Malien comme commandant en chef et un Burkinabé comme son adjoint. Ce sont des armées qui n'ont pas fait la preuve de leur performance, que ce soit l'armée malienne, que ce soit l'armée burkinabé. Alors qu'il y a des Tchadiens qui sont bien aguerris. On a vu les Tchadiens, n'est-ce pas, dans la lutte aux côtés de l'armée française là, au Sahel. Tout à fait. Il y a les Nigériens qui sont bien aguerris, et même les Mauritaniens. Donc pourquoi laisser ces gens-là et venir prendre des gens, n'est-ce pas, d'une armée qui n'ont pas fait leur preuve et mettre à la tête là-bas? Donc ça veut dire quoi? Vous savez, tous ces gens qui vont dans les forces multinationales n'y vont pas généralement par conviction. Ils y vont parce qu'il y a des indemnités. Donc c'est quelqu'un qui y parle pour ses indemnités. Elle n'est pas prêt, n'est-ce pas, à faire quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez? Et sans oublier que, vu les conditions de recrutement, il n'est même pas exclu que les djihadistes là infiltrent des gens parmi les candidats au recrutement là pour pouvoir se servir d'eux et atteindre leurs objectifs. Mais est-ce que nos militaires là ont suffisamment de vigilance pour veiller sur tout ça? Donc c'est ce qui a provoqué l'attentat contre l'état-major général, comme ça a été le cas ici au Burkina Faso. Malheureusement ici au Burkina Faso, on n'en a pas tiré la leçon. Je crois que c'est les mêmes hommes qui continuent. Et donc pour le Sévaré, ça a été quelque chose d'utile parce que ça permet de voir, n'est-ce pas, la capacité des uns et des autres. Le Tchad et la Mauritanie ont dit clairement que le maillon faible donc de ce G5 Sahel là, c'est le Burkina, le Mali et le Niger. Et donc par conséquent le Tchad. Moi je dirais le Burkina et le Mali parce que le Niger c'est pas effectif. Parce que les Nigériens combattent depuis longtemps. D'accord. Alors que le prochain commandant doit être tchadien. Sera tchadien. C'est vrai que c'est la décision qui a été faite. Alors, Évariste Konsebo, là on tire des conséquences et on prend des sanctions.
Moi, j'étais étonné parce que c'est pas dans la culture de l'Afrique. Hein. C'est pas seulement au Burkina, parce que récemment, on a vu ce qui s'est passé chez nous, mais les têtes ne sont pas tombées. Hein. Donc, je pense que ça a dû être une injonction certainement des bailleurs de fonds qui ont dû certainement poser des conditions parce que eux, ils ont quand même une culture de résultat. Et c'est vrai de ce point de vue-là. Et c'est des compétences qui doivent donc s'exprimer. Oui, mais il y a quand même eu un problème de compétences qui s'est posé parce que si l'état-major, donc le QG même du G5 Sahel, qui est supposé être la force qui va donc régler le problème au niveau sous-régional, est frappé de plein dans son cœur, faisant jusqu'à 6 mois, normalement doit tirer les conséquences. Ouais, mais c'est ce qui a amené à tirer les conséquences. Il pouvait pas en être autrement. C'est un signal fort qui a été donné. D'accord. Alors, Bilgo, sur la question, maintenant c'est le Tchad qui va donc monter en puissance avec la Mauritanie. Alors, il y a le président Macron en Oxford a fait cas de la faiblesse de cette unité-là, du G5 Sahel, de cette lutte-là, une faiblesse qui est liée à des questions de leadership et de diplomatie. Oui, je crois que ici, il faut applaudir quand même la réaction, le limogeage de ce commandement-là. Parce que c'est le principe de la responsabilité et de l'obligation de résultats qui sont mis en œuvre ici. Et je crois que c'est un message, comme l'a dit Évariste, très fort que l'on envoie aux djihadistes en disant nous ne resterons pas là à vous observer, nous allons prendre des mesures pour pouvoir faire face à vos prochaines tentatives. Et donc, je crois que le Burkina aurait dû aussi faire ça. Et très sincèrement, quand quelqu'un est aux responsabilités et qu'il a flanché ou que ça n'a pas marché, il devrait avoir l'humilité soit de démissionner ou soit d'être limogé par ses supérieurs. Ici aussi, il y a un conflit diplomatique entre justement ces pays, la question du leadership dont vous posez. Il ne faut pas oublier que c'est des armées distinctes qui se sont unies et qui se sont rassemblées. Ça prend du temps. Même au sein de la CEDEAO, parfois, on ne parle pas dans le même langage. On prend même souvent des lois ou des réglementations. Tel pays l'observe, d'autres pays ne l'observent pas, etc. Donc là, on est en face de nos responsabilités, nous-mêmes en tant que, d'abord, Africains, mais également en tant que pays frontaliers, pour faire front commun contre justement un ennemi commun. Mais est-ce que là, c'est pas déjà le verre n'est pas dans le fruit quand, par exemple, parce qu'il y a eu attaque, la Mauritanie et le Tchad qui traînaient les pas reviennent prendre les devants. Est-ce que les autres aussi ne vont pas donc ramer à contre-courant d'une certaine façon? Est-ce que là, on n'est pas en train d'aller vers un G5 Sahel qui risque vraiment de ne pas... Non, vous savez, moi je pense qu'il faut sortir même de ce principe de nationalité et de pays. Une fois que l'armée est constituée, le commandement est unique et les compétences travaillent aux mêmes ordres. Donc il fallait faire un appel à candidature. Et je pense que dès le début, il fallait déjà même poser ces questions de leadership, de diplomatie, mais de coordination. Je crois que là, ça a flanché peut-être. Lengani? Pour moi, c'est une très mauvaise solution à un vrai problème. Parce qu'on a quand même un compatriote aussi qui était le colonel-major Yaya Séré. Et bon, comme on parlait tantôt de... Il peut y avoir des ressentiments. Qui était un bon militaire quand même. Il peut y avoir des ressentiments. Et sur ce point, je voulais dire à Maître que, contrairement à ce qu'il dit, notre armée est une armée vaillante. Elle n'a pas attendu maintenant là pour être ce qu'elle est. L'armée burkinabé, c'est-à-dire les Burkinabés, depuis la colonisation, ont montré qu'ils avaient du cœur, qu'ils se battaient dans toutes les situations. Même nos tirailleurs là sont connus pour ça. Ce n'est pas... Mais Lengani, ici, nous sommes dans une guerre asymétrique où quand même on a vu quand même... J'arrive. C'est pour dire, je dis ça parce que en fait je pense à quelqu'un d'autre, notamment au haut représentant du chef de l'État qui a dit quelque part que notre armée était une armée, bon, un peu, qui était le Sahel même, qui était déjà, etc. Je dis non, c'est pas vrai. Ce monsieur ne connaît pas l'armée, comme ceux qui disent ça. Nos militaires sont des vaillants hommes. Maintenant, il y a une question d'organisation, de moyens qu'il faut déployer. Ça, c'est autre chose. Bon. Et même actuellement, quand la France a stoppé l'avancée des djihadistes, qui étaient les premiers hommes sur le terrain là-bas? C'est les Burkinabés. C'est l'armée burkinabé. En tout cas, à la MINUSMA, le Burkina, le plus grand contingent, 1500. Le Darfour, on nous connaît. On connaît les Burkinabés au Darfour. On ne connaît pas. Bon, mais il y a même des missions plus ou moins désavouées aujourd'hui. Au Libéria, on nous connaît. En Sierra Leone, on nous connaît, etc. Donc, je crois que il ne faut pas se laisser faire soi-même. On ne demande pas aux gens de promouvoir notre armée, mais quand même, il faut dire ce qu'elle est. Mais là, ensuite, au niveau du G5 Sahel, c'est pour le G5 Sahel. Il y a eu un problème parce que c'est quand même le QG qui a été frappé. C'est normal. J'ai dit que c'était une solution mauvaise à un vrai problème. Même au Burkina ici, on ne peut pas vous taper dans votre QG et puis c'est comme si de rien n'était. C'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Ça veut dire que l'autorité ici ne s'est pas affirmée. Il faut changer les gens pour que ça fasse. C'est pas parce que les gens sont forcément mauvais, pas parce qu'ils sont forcément fautifs, mais c'est parce qu'il y a eu un problème. Il faut résoudre. Il faut envoyer un message. Il faut envoyer un message. Sinon, si vous prenez même les militaires qui ont été changés là-bas, peut-être que eux-mêmes ils ont demandé des moyens pour sécuriser leurs QG qu'ils n'ont pas eu. Et que les vrais responsables, c'est les gouvernants, c'est ceux qui sont assis au juge qui prennent la décision. Alors, Évariste, je voulais réagir sur cette question. Les problèmes de coordination, d'organisation qu'on évoque ici ont déjà été expérimentés ailleurs. Quand on prend le théâtre, par exemple, du débarquement de la Seconde Guerre mondiale, qui a été piloté par le général Ike, mais il y a plusieurs compétences, il y avait plusieurs pays, des Anglais, on a fait cohabiter tous ces gens vers un objectif et ça a eu des résultats. Oui, mais est-ce que... Donc, de ce point de vue, l'expertise, en fait, peut être très, très intéressante et qui peut faire taire les questions de diplomatie. Oui, mais la question aujourd'hui, c'est ça, parce que quand il y a une question de leadership, des questions de querelles diplomatiques, l'échec, aucun processus ne réussit dedans. Est-ce que le G5 Sahel n'est pas voué justement à l'échec quand... Pas du tout, parce que je vous dis que dans l'histoire, quand on remonte dans le temps, on a eu à faire face à une situation pareille, où plusieurs armées devaient cohabiter pour aller vers un objectif. Maître, et ça a été une réussite. Est-ce que le G5 Sahel va réussir ou va survivre aux querelles diplomatiques qu'il y a? Bon, vous savez, j'ai déjà proposé ici la constitution d'une fédération du Sahel. C'est politique. Si cela avait été fait, ce serait une armée sous un commandement unique. D'accord. Et là, ce serait plus facile. Sinon, quand on parle de coordination, de moyens, tout ça, ça fait partie de l'efficacité d'une armée. Vous pouvez avoir des gens braves, mais s'il n'y a pas un commandement efficace, s'il n'y a pas les moyens qui correspondent, s'il n'y a pas l'information et les renseignements qui sied, c'est nul. Tout cela fait partie de la compétence d'une armée. Quand on regarde, c'est pas seulement il ne s'agit pas d'aller montrer la poitrine. Je vous donne un exemple. Oui. Quand la colonne voulait conquérir le Burkina Faso en 1896, qu'est-ce qui s'est passé? Les troupes du Moro se sont levées avec la poitrine, etc., des flèches, des lances, pour aller contrer des fusiliers, des gens qui étaient armés de fusils. 10 000 hommes du Moro Naba n'ont pas pu faire face à 262 soldats commandés par Voulé Chanoine. Pourquoi? Donc c'est une question. La compétence des troupes ne dépend pas seulement de la vaillance des hommes, mais de l'organisation, des moyens. S'il y a une question, on revient là-dessus. S'il y a une question, on revient dessus. Tout à fait contraire à l'exemple de choses, c'est au Vietnam. Les Vietnamiens, à Ho Chi Minh, ils ont battu à plate couture les Français, pourtant qui étaient supérieurement occupés. Bon, donc, non, c'est Von Giap. C'est Von Giap qui était soutenu par la Chine. Et la Chine lui fournissait l'artillerie nécessaire. Merci. Et c'est avec ces artilleurs qu'il a pilonné la base de Dien Bien Phu. Merci, Maître, pour ce rappel historique. C'était les armes. On va terminer au plan international avec la Côte d'Ivoire. Je rappelle que les téléspectateurs doivent participer donc à ce débat-là par leurs commentaires, leurs questions aussi, sur les sujets qui ont été évoqués. Pour ceux qui n'ont pas encore appelé, peuvent toujours continuer d'appeler pour s'inscrire. Alors on termine avec la Côte d'Ivoire où l'actualité, à l'approche de 2020, il y a beaucoup de bouleversements ça bouillonne un peu en Côte d'Ivoire. Alors Alassane Ouattara a dissous donc le gouvernement, il a reconduit immédiatement Gon Coulibaly, donc Amadou Gon Coulibaly, donc comme Premier ministre, et il a instruit de former un gouvernement RHDP. Quand on sait que le PDCI a dit que le RHDP, il n'entrera qu'après 2020, est-ce que ça suppose déjà que le gouvernement qui va être mis en place est un gouvernement de cassure? Il n'y a plus de pacte ou de relation entre RDR, PDCI et puis beaucoup d'autres partis qui avaient donc été en fait ceux qui avaient aidé Ouattara à prendre le pouvoir. Je pense qu'on va effectivement vers la cassure. Comme le PDCI l'a dit, bon, il y a eu des ententes qui ont été faites, il y a eu des accords qui ont été signés, bon, on dégrande tout ça. Bon, il faut quand même en politique qu'il y ait un peu d'honnêteté, de sérieux. Quand vous prenez des engagements avec des gens, il faut les remplir. Or, le RDR aujourd'hui semble vouloir revenir sur certains accords. Et du coup, effectivement, les autres aussi sont tout à fait dans leur droit de se rebiffer. Bon, ça fait qu'effectivement, bon, je pense qu'il est mieux aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire d'avoir un gouvernement qui correspond aux partis politiques dominants aujourd'hui. Dans la mesure où il y a une sorte de conflit. Et là, on pourra faire un bilan clair en 2020.
pour savoir qui sera effectivement, c'est-à-dire en ce moment, si le RDA son candidat, le PDCI son candidat, mais chacun fera son bilan des actions qu'il a menées. Bilgo, l'eau de la lagune est trouble par ce moment qui court. Alors, est-ce que tout est parti, on va dire peut-être de l'intention de Ouattara ou d'avoir dit qu'il peut se représenter, qu'il peut faire encore un autre mandat et que bon, la stabilité de la Côte d'Ivoire, la paix était au-dessus de ses principes. Est-ce que tout ça n'a pas enclenché tout ce branle-bas qu'on voit en Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire réellement aujourd'hui sur de bons pieds? Je crois que c'est l'origine de la pollution de l'eau de la lagune dont vous faites cas ici, cette annonce du président Alassane Ouattara. Et je pense qu'on est en face en fait d'une crise ancrée. Hein, parce que aussi, cette question de l'après Ouattara a été posée depuis la chute de Gbagbo. Hein, de la manière dont la Côte d'Ivoire, tout ce que la Côte d'Ivoire avait traversé, tout le monde se posait la question justement de l'après Ouattara. Et là, on y est. L'Union européenne a fait sortir un rapport d'ailleurs sur la Côte d'Ivoire, là où elle mettait en avance des risques de crise de haut niveau à venir et que l'espèce de calme semblant ou encore d'accord de principe semblant déguisé ne présage pas bon augure d'ici 2020. Effectivement, on a vu le rapport donc, des chefs de mission diplomatique en Côte d'Ivoire qui ont fait un rapport qui ne laisse pas vraiment présager un horizon meilleur en Côte d'Ivoire. Alors, Évariste Konsebo, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on a vu que déjà au niveau du PDCI, il y a un groupe donc, de gens donc, qui ont estimé, qui ont créé un courant sur les pas d'Oufouette et donc qui pensent pouvoir se rallier au RDR. Est-ce qu'on est parti pour la guerre entre de l'amour maintenant à la haine entre le RDR et le PDCI? Non, ben, il pouvait en être autrement. Hein. C'est une escalade qui est logique et cohérente. Depuis donc l'annonce donc de M. Ouattara, une annonce qui n'exclut pas qu'il se représente pour un troisième mandat. Donc à partir de ce moment-là, tout a été déclenché. Et c'est vrai que le gouvernement n'est pas encore formé à l'heure où nous parlons, mais nous avons donc connaissance de démarches, il y a des tractations déjà, pour reprendre, en fait, pour affaiblir le PDCI. À savoir qu'il y a des ministres PDCI qui vont prêter allégeance donc, à M. Ouattara et qui vont être reconduits. Il semble aussi qu'il y ait une question d'ouverture aussi vers les petits partis et qui ont des représentants. Bon, mais maintenant, c'est vrai qu'il y a un incident qui est survenu à Korogo. À Korogo. Mais là, on va y revenir. L'analyse de Maître par rapport à tout ce qui se passe, le branle-bas en Côte d'Ivoire, Ouattara qui dit que lui, il peut toujours, il peut faire un deuxième mandat, un troisième mandat. Voilà, au niveau donc en fait, on va dire le pacte. Donc le pacte n'existe plus. Mais mieux, au PDCI, il y a des courants qui se détachent pour aller faire allégeance à Ouattara. C'est vraiment, on est dans une situation assez polluée aujourd'hui. Oui, c'est tout comme ici, Blaise avait cassé les autres partis pour les reprendre dans les CDP. Vous savez, en politique, il n'y a que des intérêts. Mais ici, il faut souligner quand même l'ingratitude de Ouattara et du RDR. Le RDR et Ouattara ne seraient pas là où ils sont là, sans Guillaume Soro et le PDCI. Si Guillaume Soro n'avait pas pris les risques en 2002, et au deuxième tour de l'élection de 2010, si Guillaume Soro avait balancé pour Barbeau, Barbeau était élu. Et Ouattara ne serait pas là où il est. Et tous ceux qui sont au RDR actuellement en train de se gonfler pour dire qu'ils sont majoritaires, etc., là, ne seraient pas là où ils sont. Donc moi, je pense que le minimum, même s'il n'y a pas de reconnaissance en politique, le minimum aurait voulu qu'on accepte quand même de respecter les accords qui ont été faits. À savoir que 2020, ça soit le tour du PDCI. Quitte à ce qu'en 2025, le RDR revienne, s'ils veulent. Quitte à remettre en cause maintenant cela pour l'élection. Est-ce que le problème c'est le RDR? Le problème c'est pas Ouattara lui-même qui veut peut-être parce qu'il a dit qu'il peut. Non, je pense que. Est-ce que tout ce ramdam là n'est pas Ouattara. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a une difficulté au RDR de choisir quelqu'un qui fasse l'unanimité, qui fait que Ouattara se dit que si tel est le cas, alors je pourrais me représenter. Je pense que c'est dû à cela. Parce que vous savez, l'appétit vient en mangeant. Et le pouvoir du RDR a aiguisé des appétits à des gens qui n'étaient rien avant l'accession du RDR au pouvoir. Et chacun se met à croire maintenant qu'il peut être à la place du calife, si le calife n'est pas là. En oubliant ceux-là même qui ont construit ce pouvoir, à savoir le PDCI et Guillaume Soro. D'accord. Alors parlant de Guillaume Soro justement, et Guillaume Soro il a un regroupement donc d'acteurs.
ses fidèles au niveau de ce qu'on appelle RACI, donc qui est un regroupement des soroïstes et autres. Alors il y a eu une manifestation donc à Korowo, donc de ce mouvement-là, qui a été tout simplement, on va dire, empêché par des éléments, des militants aussi du RDR. Alors ça commence à bien faire au RDR, à l'interne également, même s'il y a le PDCI qui est en face, mais à l'interne aussi du pouvoir, il y a des velléités aussi quand même de... Non, mais il faut dire que Guillaume Soro n'est pas accepté comme un enfant naturel du RDR, mais comme un enfant illégitime. C'est ça le problème. Donc même si actuellement il y a eu des négociations pour qu'il devienne un des vice-présidents du RDR, je crois qu'il a dû accepter. Mais tout le monde sait, il n'est pas accepté comme étant un enfant de la famille, mais comme un enfant venant d'ailleurs. Donc la base peut ne pas suivre. Et donc, vu ce qui se pronostique pour 2020, alors les luttes sont engagées déjà. C'est pour ça que moi je pense qu'en ne respectant pas les accords, même si le RDR gagne en 2020, il se sera affaibli. Parce que les autres ne vont pas rester couchés. Ils vont s'organiser aussi. Il n'est pas exclu une alliance entre Soro, le PDCI, RDA, le FPI et d'autres partis. D'accord. Alors, on est bien parti pour un bing-bang politique en Côte d'Ivoire. On va donc prendre le premier téléspectateur, c'est M. Zeba Abdul Fattaou, qui nous appelle de Ouaga. Il voudrait donc se prononcer sur le procès de push manqué. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, M. Zeba. Oui, bonjour à tous les invités sur le plateau. Concernant le procès, moi, je ne pense grand chose dans ce procès. Vous savez, pour ce procès-là, du moment que le juge même en question est mis en cause, moi, je suis vraiment, je ne pense pas que la vérité va sortir. Parce que les politiques veulent, coûte que coûte, faire les choses à leur tête. Ne pas comprendre que le juge est mis en cause si on est incapable de nous changer ce juge-là. Et on dit des noms, et l'État est incapable de les faire venir, on les raye de l'armée, tout un général qui est rayé de l'armée et qui va à ses occupations, comme rien n'était, c'est une armée. Tout ça là, et plein juin, on ne parle pas. Et avant-hier, il a été révélé que le général Denira a échoué une tentative d'assassinat, et que le juge d'instruction même a reconnu ça, et que c'est Zida qui doit donner l'ordre de ne pas ouvrir une enquête sur ça. Déjà, toutes ces révélations-là, franchement, que mon pays, vraiment, je demande aux droits de l'homme, vraiment, de se lever comme un seul homme pour vraiment demander vraiment la justice et rien que la vérité, pour vraiment surtout le peuple. Je vous remercie. Merci. Alors, Bilgo, ça rejoint un peu tes propos sur la question qu'il faut qu'il y ait de la justice, qu'il y ait une bonne justice pour que la suite vienne normalement. Oui, il a parfaitement raison. Je pense que c'est tout le challenge en fait de l'appareil judiciaire mis en place pour ce procès. C'est pas de contenter un parti. Vraiment, cet appareil judiciaire gagnerait à prendre le dessus pour pouvoir justement briller non seulement au national mais à l'international, parce que ce procès est très suivi et ça sera un cas d'école. Je vous assure que même après ce procès, s'il y a des impressions d'injustice, y compris dans la forme que dans le fond, je pense que la question de la réconciliation sera minime. Donc, il faut vraiment qu'on mette le temps pour traiter toutes les questions, satisfaire l'ensemble des parties ou encore donner des réponses claires et argumentées pour qu'on puisse avancer de façon sereine dans ce procès. Vous voyez l'engouement au début du procès. Le public est venu, parce que je l'ai dit ici, les gens pensaient que ça allait être un sprint judiciaire. C'est pourtant un marathon. Maintenant qu'on commence à rentrer dans le fond et dans les révélations, on a encore un engouement dans la salle. Oui, justement, l'Inganikan, par exemple, je crois que c'est c'est Moussa Nebié qui a dit que il y avait une tentative d'assassinat donc du général et que le juge en question, donc le juge aujourd'hui qui est là, M. Seydou Ouedraogo, qui devait donc engager des enquêtes, a été arrêté, stoppé par le général Zida. Alors ça c'est quand même une révélation de taille. Absolument. Parce que le juge est là, il est présent, il peut dire oui ou non. Et c'est lui qui est récusé. Et pourtant, il est toujours là. Bon. Et puis, bon, ce que je voulais dire, en allant dans le même sens que Bilgo et de l'auditeur, pour dire qu'il faut qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas de faire la justice pour quelqu'un. C'est de faire la justice pour le peuple burkinabé. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Il faut éviter d'instrumentaliser à outrance la justice
tel que c'est fait aujourd'hui par le MPP. Et je le dis directement, c'est le pouvoir qui instrumentalise actuellement des juges, des magistrats pour faire ce qui se fait. Et ça, c'est contre-productif parce qu'un jour ou l'autre, ça va les péter la figure parce qu'on a beau, comme on dit, le temps est l'autre nom de Dieu. Alors, on va prendre donc le second téléspectateur, Zongo Issoufou, lui qui appelle de Koudougou, donc il veut parler du G5 Sahel que nous avons abordé sur ce plateau. Alors, monsieur Zongo. Oui, bonjour Loukman. Voilà. Bonjour. Et enfin, je vais intervenir par rapport au limogeage des commandants en chef du G5 Sahel. Oui, d'accord. Voilà, pour dire que moi, personnellement, j'applaudis largement ce qui s'est passé et par rapport au limogeage de ces deux commandants-là. D'accord. Et voyez-vous, le G5 Sahel, actuellement, c'est une institution même qui peine même à avoir des financements. Il y a beaucoup de partenaires au plan international qui sont très très sceptiques par rapport au financement. Il y a beaucoup qui n'ont même pas beaucoup confiance à cette institution du G5 Sahel là. Et à notre grande surprise, cette institution déjà qui peine même à fonctionner soit frappée en pleine fouet dans son cerveau comme ça. Donc c'est quelque chose qui démotive tout. C'est quelque chose qui démoralise les bailleurs de fonds, ça démoralise les soldats sur le front et ça démoralise même les populations au niveau même du pays et de tous les pays même qui sont membres du G5 Sahel là. Alors, monsieur Zongo. Oui. Vous semblez très heureux qu'il y ait eu ce limogeage, c'est une très bonne sanction. Mais est-ce que c'est pas aussi peut-être des boucs émissaires? Vous dites en même temps il n'y a pas de moyens, etc. Est-ce que c'est pas le problème de moyens qui manque? On ne sait pas justement ce qui se passe à l'intérieur. Mais est-ce qu'il ne peut pas être des boucs émissaires? Est-ce qu'on ne les a pas juste jetés en pâture? Loukman, oui? Je voudrais dire que la lutte contre le terrorisme là, ce n'est pas une affaire militaire seulement. Ceci pour dire que moi je ne pense pas que ce soit un problème de matériel d'abord. Parce que ici on parle de kamikazes. Quand c'est kamikaze, je me dis qu'il y a eu quand même une sorte de négligence même sur la chaîne même du commandement. Au niveau même du contrôle interne là, il y a eu une sorte de négligence. Donc déjà, ça veut dire qu'au niveau même du management ou même du commandement même là, il y a des différences. Donc il faut nécessairement, on devait même faire partie des têtes là et amener des gens qui vont expérimenter leur savoir. Merci. Monsieur Zongo, alors Évariste? Oui. Non, conforte ma position, mon point de vue, parce que ce qui s'est passé est très grave, c'est les symboles, c'est quand même le cœur, le siège, l'état-major donc de cette force qui est censée donc lutter contre le terrorisme dans la sous-région. Or, ce qui s'est passé on ne pouvait pas, en fait, et ça comme je l'ai dit, c'est certainement sous la pression des bailleurs de fonds, et notamment, au premier rang desquels je peux citer la France, et que les chefs d'État africains ont été obligés donc... En tout cas, le président Macron était là-bas, et puis tout s'est passé devant lui. Oui. De mon point de vue, le fait, ce n'est pas qu'ils aient été attaqués, c'est en fait le conséquent de l'attaque. Sinon, par exemple, ici, chez nous ici,